Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder le nombre de matrices nilpotentes dans MN de FQ. Donc c'est bien, MN de FQ, ça permet de compter et de faire des statistiques, de voir quelle est la probabilité de tirer par exemple une matrice nilpotente au hasard. Alors, c'est un résultat que vous allez pouvoir trouver dans le carnet de voyage en algébrie avec l'utilisation du lemme de fitting, mais ici on ne va pas utiliser le lemme de fitting. On va utiliser une pseudo-désingularisation, on va dire. Voilà, c'est une autre méthode. Alors c'est une méthode qu'on trouve dans le H2G2, le tome 2 de 2015, hein, donc c'est pas Nouvelles Histoires, c'est Histoire hédoniste, le théorème 4.1, voilà, chapitre 4. Ok, alors allons-y, hein, donc on va appeler n indice n l'ensemble des matrices nilpotentes de Mn de Fq, nu n son cardinal, il se trouve que nu n est égal à q puissance n facteur de n-1, qui est un résultat étonnamment simple, dont on pourra quand même expliquer le comportement asymptotique au moins, et cette simplicité du résultat, le fait que ce soit un monôme en Q, ça c'est un peu plus difficile de l'expliquer. Allez, c'est parti pour la preuve. On commence avec un lemme, soit n une matrice nilpotente, là-dedans, hein, et x un élément de fq puissance n différent de 0. Alors, on va regarder le R max tel que x, nx, nr-1x est libre, donc c'est-à-dire qu'on applique n jusqu'à ce que ce ne soit plus libre. Le fait que R est maximum implique que nrx égale 0. Alors regardez, donc soit R ce max, bon, R est supérieur ou égal à 1, hein, évidemment, parce que x est différent de 0, donc déjà pour x c'est déjà libre. Hein. On va prendre U, l'endomorphisme canoniquement associé à N. On regarde F, le sous-espace engendré par X, NX et NR-1X. Voilà. Alors ce sous-espace, il a pour base ceci, puisque ça, il est engendré et c'est libre, donc ça, c'est une base. Alors c'est stable par U. Pourquoi c'est stable par U? Parce que x va être envoyé sur nx, voilà, c'est exprimé comme ça dans la matrice, nx va être envoyé sur n de x, etc., etc., jusqu'à nr-1x, qui va être envoyé vers nrx, mais cette fois-ci par maximalité, nrx ne constitue pas une famille libre avec les autres, et comme cette famille est libre, forcément, il va s'écrire, nrx va s'écrire en fonction des précédents, puisqu'il va y avoir une relation de liaison, et dans cette relation de liaison, le coefficient de nrx est non nul, forcément, puisque ça c'est libre. Donc, ça nous donne une relation de liaison, et on va avoir ici une stabilité qu'on voit dans cette matrice. Donc à la fois on a la stabilité, et on voit la matrice de l'induit de l'endomorphisme U canoniquement associé à N sur F. Voilà. Alors maintenant, quand on regarde ça, on se doute bien, on reconnaît une matrice compagnon, donc ce qui veut dire que d'une part, le polynôme caractéristique de cette matrice, c'est XR moins la somme des AI XI, d'accord? Voilà, pour I allant de 0 à R-1, c'est une matrice RR, hein, donc c'est pour ça que c'est de degré R, le polynôme caractéristique. Mais d'autre part, comme U est nilpotent, U l'induit à F est nilpotent aussi, donc le polynôme caractéristique c'est XR. Donc en identifiant les polynômes, on a bien que les AI sont tous nuls, et donc NRX est égal à 0, c'est ce qu'on voit sur cette colonne. Voilà. En conclusion, c'est juste une question, pour ceux qui connaissent, de polynôme minimal local en x, hein, qui doit diviser le polynôme minimal de u. C'est juste ça. Bien, alors là maintenant on va pouvoir attaquer ce que je vous parlais comme une espèce de pseudo-singularisation. Ce qui se passe en gros, c'est que le cône nilpotent, c'est un cône, et un cône, ça se resserre, ça a des singularités, il y a des pressions sur un cône, et on aime mieux
le gonfler un peu pour lui donner du volume et le voir un peu mieux. Donc on va créer une espèce d'extension de ce cône ici grâce aux familles libres. Alors ici, on a LRN, l'ensemble des familles libres de FQN possédant R éléments. Donc maintenant, je pose N, indice petit n tilde, c'est l'ensemble des couples constitués d'une matrice nilpotente de Mn de Q, donc on est là, et d'une famille libre à R éléments, pour un R supérieur à 1. Donc là, on est dans la réunion des LRN pour R allant de 1 à, forcément à N. Voilà. Et tel que, donc ici, on va avoir cette famille libre, ici, tel que N respecte la famille libre. Qu'est-ce que ça veut dire N respecte la famille libre? Ça veut dire que N de 0, c'est X1, N de X1, c'est X2, etc. Et qu'à la fin, N de XR-1, c'est XR, mais on convient que XR égale 0. Voilà. Donc, voilà, c'est exactement ce qui se passe dans la situation du lemme ici. Voilà, maintenant on va faire un petit bricolage là-dessus qui va nous permettre de calculer nu indice. Alors allons-y. Vous allez voir, ça va ressembler un petit peu, pour ceux qui connaissent, à la preuve de la formule de Burnside. On va regarder les deux projections sur la première coordonnée et sur la seconde coordonnée, donc respectivement sur N, le cône nilpotent, et sur la réunion des parties libres. Voilà. Donc, qui a un couple ici, ça associe N, et là, ça associe la partie libre que j'appelle X surligné, comme ça. Et je vais calculer de deux manières ce cardinal, le cardinal de ça. Alors, une manière, c'est de partir d'un N, nilpotent, et de regarder qu'est-ce que c'est que pi moins 1 de N, dans un premier temps. Voilà. Eh bien, oui, là, c'est pas difficile. Grâce au lemme de tout à l'heure, il suffit de choisir un X non nul dans FQ puissance N et de regarder la famille libre engendrée par N et ce X comme on a fait dans le lemme. Et évidemment, ce déterminisme fait que le couple ici ne dépend que de N et de X choisi. Comme N est fixé, il suffit de choisir X, et X doit être non nul, d'après le lemme, on a Qn moins 1 façon de procéder. Donc, étant donné que lui, N tilde, il est réunion disjointe, évidemment, des pi 1 moins 1 de N, alors le cardinal de N tilde, ça va être la somme de tous ces Qn moins 1 quand on va faire parcourir, quand grand N parcourt N indice N. Donc ça va faire nu N, facteur de Qn moins 1, parce que lui ne dépend pas de N choisi. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose. La deuxième façon, ça va être de partir, de regarder pi2 moins 1 de X bar, ici, et de regarder son cardinal. Alors, d'abord, je vais chercher le cardinal. Quel est le cardinal de l'ensemble des familles libres de cardinal R? Bon, alors ça c'est assez facile. On sait faire ça avec des actions transitives. Alors on fait agir GLN de FQ par image directe sur les familles libres. Évidemment, ça reste une famille libre, à R éléments. Et maintenant, on va regarder la matrice. Donc, en plus, c'est transitif, évidemment. C'est transitif, parce que vous prenez deux parties libres à R éléments, elles ont le même nombre d'éléments. Vous pouvez toujours trouver un G qui envoie l'un sur l'autre. C'est le théorème de la base incomplète, c'est le théorème fondamental, en gros, de l'algèbre linéaire. Et maintenant, comme c'est transitif, il suffit, pour calculer le cardinal de ça, de regarder le stabilisateur. Dans une bonne base, qu'est-ce que je vais prendre comme base? Je vais prendre la partie libre X bar ici, que je prolonge, que je complète, en une base. Et donc, comme je stabilise mon élément ici, stabilise X bar, je vais avoir ici que D1 là. Voilà, c'est
on stabilise x bar, et maintenant, ici c'est quartier libre, sauf que ça doit être inversible, parce que là il y a des zéros, là, ici, donc ça doit être inversible, et là c'est quartier libre tout court. Donc, moralité, le cardinal, c'est le cardinal de l'orbite, c'est le cardinal du groupe divisé par le cardinal du stabilisateur. Ici, bah, c'est fixé. Là, on est dans Gn-R, d'accord? On est dans GLN-R. Et là, c'est des matrices de taille R, N-R. Donc, voilà ce qu'on a au dénominateur, et ça passe très bien. Bon, maintenant, on va regarder, maintenant qu'on sait le cardinal de ça, on va regarder le cardinal de pi2-1 de x bar. Alors, le cardinal de pi2-1 de x bar, ça veut dire regarder combien il y a de matrices nilpotentes qui stabilisent un x bar fixé. Ok, alors on va regarder pareil ça par matrice, on va regarder les endomorphismes nilpotents et on va les regarder comme des matrices dans la base qu'on a précisée ici. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, puisque ça stabilise, puisque U stabilise x bar, ben, ici, dans la première partie, on va avoir ce qu'on avait dit, c'est-à-dire une matrice compagnon, hein, que des 1 ici, et ici que des 0. Bon, donc c'est fixé, et là, 0. Voilà. Et là maintenant, eh bien, c'est quartier libre, hein, c'est-à-dire que tout, à partir du moment où on a fait ça, on a fait notre job. Mais maintenant, il faut se rappeler qu'on est dans N, que N appartient est nilpotente. Donc ici, donc U est nilpotent, et ici, il faut absolument avoir une matrice nilpotente. Et là, c'est quartier libre. Alors vous voyez que, réciproquement, hein, si vous prenez ici une matrice de ce type-là, eh ben, ça va bien faire le job, parce que son polynôme caractéristique, ça va être xr fois x puissance n-r, donc xn, donc ça va bien être nilpotent. Hein, d'accord? Donc c'est si seulement si. Ce qui va faire que le cardinal maintenant de n tilde, ça va être, donc on va regarder pour chaque x ici, eh bien le cardinal qu'on aura obtenu ici. Donc ça va faire la somme, donc ça va dépendre en fait juste du R, de la taille de x, et pour R donné, ben le cardinal, vous voyez, ça ne dépend, bon, n il est fixé évidemment, mais ça ne dépend que de R, et ici, ça va dépendre que de R aussi. Donc, ici, on va devoir faire une décomposition, une somme en R égale 1 jusqu'à n, je vous rappelle que R commence par 1, et des cardinaux ici, donc de tous les x possibles, le voilà, fois le cardinal du nombre de n qui respecte x, c'est-à-dire ici, on a nu indice n-r, et là, pour cette matrice B, on a q puissance r, n-r. Ce qui fait que ici, ça se simplifie, et maintenant, on va avoir, grâce à l'égalité là, de ça et de ça, ces deux façons de calculer, on va avoir que ça est égal à ça. Et là, c'est vraiment une petite récurrence, un petit calcul très facile. Voilà, donc là maintenant, ça va aller très vite. En comparant les deux façons de calculer ce cardinal, hein, on obtient d'une part q puissance n-1 nu n par la première méthode, et d'autre part, cette somme-là, où Gn, c'est le cardinal de GLN de FQ, hein, et voilà, et on cherche nu n. Donc ça nous fait vraiment une récurrence. Alors ici, je divise par Gn, là, et je divise par Qn-1, donc ça me fait cette formule-là, ce qui me donne envie de poser Mr égale nu-r sur Gr. Alors maintenant, je passe, bon, en fait, j'aurais pas dû le faire, mais bon, voilà. Je repasse lui de l'autre côté, ça fait Qn-1 Mn, ici, est égal à la somme des M. Alors, au lieu de n-r, je fais un changement de variable mr, mais r, cette fois-ci, va de 0 à n-1. Maintenant, je vais regarder le premier terme ici dans cette somme, c'est mn-1. Et ensuite, les autres termes. Mais d'après ce qu'on a démontré, la somme des autres termes, on reprend exactement cette même formule. Et donc, ça va être q puissance n-1 moins 1 fois m indice n-1. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait au total?
ben, ça fait Q puissance n-1, M indice n-1. Voilà. Mn maintenant est égal à quoi? Ben, c'est égal à, d'après cette formule, puisque ça est égal à ça, ben, à chaque fois on multiplie par Q puissance, ben, une puissance qui va décroître en série arithmétique. Donc en tout, il va y avoir Q puissance n-1 sur 2, hein, c'est bien connu. Et le dénominateur, à chaque fois, on va avoir Q puissance n-1, ensuite Q puissance n-1-1, etc. On va avoir ce produit-là. Donc maintenant, je multiplie encore une fois par Q puissance la série arithmétique pour obtenir ceci. Et au dénominateur, je vais dispatcher les Q puissance n-r dans le produit ici, dans les facteurs. Et je vais obtenir le produit de R égale à n de Qn moins Qn-r. Mais ça, je reconnais le cardinal de GLN de FQ. Et donc maintenant, en comparant avec le fait que Mn, c'est nu-n sur Gn, eh bien ça fait que nu-n, c'est Q puissance n, n-1. Voilà, on a terminé. Ça fait une preuve, je pense qu'il peut faire un joli développement. Bon, c'est pas trop prise de tête quand même. Ça ressemble effectivement à la formule de Burnside. Maintenant, peut-être que ça peut être intéressant d'essayer de comprendre, au moins asymptotiquement, pourquoi, quand Q est grand, ça ressemble à ça. Bon, je vais tenter d'expliquer avec les mains ce résultat obtenu. Au moins, intuiter le comportement asymptotique. Regardons ce qui se passe sur C. On va avoir ici le cône nilpotent sur C, avec, d'après Cayley-Hamilton, des matrices qui vérifient toutes n puissance petit n égale 0. Parmi ces matrices, je vais regarder les matrices telles que n puissance n-1 est différent de 0. Donc il n'y a que n puissance n qui vaut 0, mais en dessous, non. Alors, il se trouve que d'une part, ben, c'est un ouvert de nn, puisque j'ai une application continue, et puis je la rends non nulle. Donc là, c'est un ouvert. Et d'autre part, c'est aussi l'orbite du bloc de Jordan indécomposable. Donc si vous connaissez le théorème de Jordan, vous savez que n est semblable à une matrice diagonale par bloc avec des blocs de Jordan. Mais la seule façon d'avoir n puissance n-1 différent de 0, c'est d'avoir un seul bloc, et ce qu'on appelle le bloc de Jordan indécomposable, Jn. Bon, donc on voit qu'on a à la fois un ouvert, une orbite, et bon, comme c'est souvent le cas dans le cadre de la géométrie algébrique, l'ouvert, on peut montrer qu'il est dense. Bon, mais en gros, il faut juste intuiter que ça va être en gros la grosse cellule, la grosse partie de NN. Hein, quand vous allez taper au hasard là-dedans, vous allez tomber ici. Les autres orbites sont beaucoup plus petites. Hein. Voilà, à cause de ce côté ouvert ici, le reste c'est des fermés, et les fermés algébriques, c'est vraiment des variétés de dimensions plus petites. Bon, je vous donne ça, ça ne correspond pas au bagage de Lagrange, hein, ça correspond à un bagage de géométrie algébrique. Et là maintenant, comme O c'est une orbite, ben, c'est en bijection avec Gln de C quotienté par le stabilisateur de Jn. Mais le stabilisateur de Jn, comme c'est une matrice compagnon, la matrice compagnon de Xn, eh bien ce sont les polynômes en Jn. Donc ça va être des choses comme ça. Alors attention, on doit être dans GLN, donc il faut que A0 soit différent de 0, hein, quand même. Hein. Ça, c'est le minimum. Voilà. Regardons ce qui se passe dans FQ. Bah, ça veut dire que on a pareil une grosse orbite ici, plus grosse que les autres, dans n indice n, et cette orbite est de cardinal quoi? Ben, on a l'action
GLN, donc ça va donner le cardinal GN. Sur le stabilisateur, ici, on va avoir Q-1, facteur de Q puissance N-1. Bon, ben voilà. Et quel est le comportement asymptotique? Ben, ici, on a vu que c'était Q puissance N2, quotienté ici par Q puissance N. Ce qui nous fait bien Q puissance N, facteur de N-1. Hein, donc, comme comportement asymptotique, on voit que ce que ça signifie, c'est que, alors, bon, d'abord, quand on prend une matrice au hasard dans Mn de Fq, la probabilité de tomber sur une nilpotente, c'est 1 sur Q puissance N. Ce qui, quand Q est grand, est léger, mais ça, on s'y attendait. Mais d'autre part, ça veut dire que quand on prend une matrice nilpotente dans Mn de Fq, on est presque sûr, quand Q est grand, la probabilité d'être dans l'orbite du bloc de Jordan indécomposable, eh bien, ça tend vers 1. Voilà, on a toutes les chances de tomber sur quelque chose qui va vérifier n puissance n-1 est différent de 0. Voilà, donc ça c'est sympa. Alors maintenant, dernière chose, vraiment dernière chose, mais là on commence à être dans du très haut perché. Il se trouve que on peut se demander pourquoi n a le même cardinal qu'un espace vectoriel de dimension n facteur de n-1. Voilà, parce que ça, c'est un espace vectoriel sur Q. Alors ça, c'est bizarre. Et en fait, le fait de tomber pile sur une puissance de Q, ça provient du fait que malgré toute intuition qu'on peut avoir au départ sur la question, le cône ressemble, ça c'est un cône, c'est pas un espace vectoriel, puisque c'est un cône, mais il est rationnellement lisse, ça veut dire qu'il ressemble à un espace vectoriel. Alors, rationnellement lisse, ben, un cône, quand c'est lisse, vous pouvez vous convaincre que c'est un espace vectoriel. Un cône, en gros, il a une pointe, et un cône qui n'a pas de pointe, c'est un espace vectoriel. Donc, bon, alors il y a une idée que, dans un sens, il est lisse. Alors, dans un sens cohomologique, et après, quelle cohomologie, ça c'est plus compliqué, mais bref, il est lisse. C'est pour la cohomologie rationnelle, évidemment. Ici, on va avoir de la licité, et c'est cette licité qui lui donne ce cardinal-là. Mais ça, vous pouvez totalement l'oublier, c'était juste pour lancer des petites perspectives assez jolies, et pour donner envie d'aller vers ce merveilleux domaine qui est la géométrie algébrique.